Dans cet exercice, on souhaite étudier la convergence de cette intégrale-là pour alpha gamma réel, intégrale pour laquelle il y a un problème d'intégration en plus infini. On a rappelé sur ce graphique les positions relatives des fonctions 1 sur t puissance alpha l'une par rapport à l'autre sur 1 plus infini. Et on a classé sur ce diagramme de prédominance les fonctions 1 sur t puissance alpha en plus infini, de la fonction la plus faible en plus infini à la fonction la plus forte en plus infini. On peut penser que multiplier du 1 sur t puissance alpha par du ln de t puissance gamma ne va pas modifier profondément la force de la quantité en plus infini. Aussi peut-on penser a priori que la convergence de cette intégrale-là suivra la même règle que pour les intégrales de Riemann, à savoir convergera quand alpha est strictement plus grand que 1 et divergera quand alpha est inférieur ou égal à 1. Voyons maintenant si cette intuition est correcte et essayons de la valider par un raisonnement. Commençons par essayer de montrer que quand alpha est strictement plus grand que 1, on a ici une intégrale convergente. On peut intégrer 1 sur t2 en plus infini. Aussi pourra-t-on a fortiori intégrer 1 sur t carré ln de t en plus infini, vu que cette quantité-là va être négligeable par rapport à celle-là en plus infini. Aussi, quand alpha est strictement plus grand que 1, il est clair que quand gamma va être inférieur ou égal à 0, l'intégrale va converger vu cette domination-là, qui n'est que la généralisation de ce que l'on a écrit ici. Reste maintenant à montrer la convergence de l'intégrale quand gamma est strictement positif. On se retrouve alors dans une situation qui peut être illustrée par cette quantité-là. Comment alors réussir à montrer que cette quantité-là peut être intégrée en plus infini? Cette quantité-là est plus forte que 1 sur t2 en plus infini. Aussi le fait que 1 sur t2 puisse être intégré en plus infini ne nous aidera pas à montrer que ln de t sur t2 peut être intégré en plus infini. Par contre, même si ln de t sur t carré est plus fort que 1 sur t2 en plus infini, elle va rester malgré tout négligeable par rapport à 1 sur t3 demi. Et comme 1 sur t3 demi peut être intégré en plus infini, on pourra alors en déduire que ln de t sur t carré peut l'être également. Et c'est simplement cela que nous allons maintenant généraliser et formaliser. Comme alpha est strictement plus grand que 1, on a cette disposition-là sur le diagramme de prédominance. Et comme gamma est strictement positif, la position de ln de t puissance gamma sur t puissance alpha sera celle-là. Mais comme alpha est strictement plus grand que 1, on peut trouver un réel bêta compris strictement entre 1 et alpha. Et la position de 1 sur t puissance bêta sera alors celle-là sur le diagramme de prédominance. On aura alors cette domination-là qui montrera que cette intégrale-là converge, vu que l'on peut intégrer 1 sur t puissance bêta en plus infini, vu que bêta est strictement plus grand que 1. Essayons maintenant de montrer que quand alpha est inférieur ou égal à 1, cette intégrale-là est divergente. Quand vous voulez montrer qu'une intégrale est divergente en se servant des intégrales de Riemann, il n'y a qu'une et une seule possibilité. Il faut montrer que le terme que vous intégrez en plus infini
domine 1 sur t. Et on se rend alors compte que l'on aura un souci quand alpha est égal à 1 et gamma strictement négatif. On va donc, dans le cas 2, traiter à part le cas alpha égale 1. Commençons donc par le cas où alpha est strictement plus petit que 1. On est alors dans un cas de figure qui peut être illustré par ces quantités-là. Et là, c'est très simple, car que gamma soit strictement positif ou que gamma soit strictement négatif, on aura toujours ln de t à la puissance gamma sur t puissance alpha qui dominera 1 sur t. On a donc montré que quand alpha est strictement plus petit que 1, cette intégrale-là est une intégrale divergente. Passons maintenant au cas où alpha égale 1. Quand alpha est égal à 1, il n'y a aucune difficulté à montrer la divergence de cette intégrale-là quand gamma est positif ou nul, car quand gamma est positif ou nul, ln de t puissance gamma sur t va dominer 1 sur t. Il ne nous reste donc plus qu'à traiter le cas où alpha égale 1 et gamma strictement négatif. Et dans ce cas-là, les choses se compliquent car le terme est alors négligeable par rapport à 1 sur t et on n'a donc aucune chance de montrer que l'intégrale diverge en utilisant la divergence d'une intégrale de Riemann. Et en même temps, le terme dominera n'importe quelle quantité 1 sur t puissance alpha avec alpha strictement plus grand que 1. Et on n'a donc également aucune chance de montrer la convergence de cette intégrale-là dans ce cas-là en utilisant les intégrales de Riemann. On va donc, dans ce cas-là, poser cette quantité-là et étudier sa limite quand a tend vers plus infini. Grâce à ce changement de variable-là, on trouve que cette quantité-là est également égale à celle-là. Or, quand a tend vers plus infini, ln de a tend vers plus infini. Aussi, regardez si cette intégrale-là converge, revient à regarder si cette intégrale-là converge. Et comme il s'agit d'une intégrale de Riemann, on a directement le résultat. On a donc trouvé que quand alpha est strictement plus grand que 1, l'intégrale converge, que quand alpha est strictement plus petit que 1, l'intégrale diverge, et qu'il en est de même quand alpha égale 1 avec gamma supérieur ou égal à 0. Par contre, quand alpha égale 1 et gamma strictement négatif, il n'y a pas toujours divergence de l'intégrale, il y a même convergence de l'intégrale si et seulement si gamma est strictement plus petit que moins 1.